si je peux apporter aux gens ce que cette formation m'a apporté et la transformation que ça m'a apporté, et ben ça sera hyper chouette, quoi. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est un peu comme une révélation et c'est un peu comme une renaissance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Hypo Jobs of Tomorrow pour vous guider dans votre voie professionnelle dans le monde de demain. Moi, je suis Anne-Laure, carrière coach et fondatrice d'Hypo AI. Avec mes invités, on parle de métiers d'avenir, de reconversion, d'outils au service de la carrière et plus généralement du futur du travail. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Angélique Giraud. Elle accompagne les singularités en tant que psychopraticienne en hypersensibilité et en neuroatypie. Neuroatypie, c'est HPI, 10, TDAH. Bonjour Angélique, comment tu vas ? Bonjour Anne-Laure, moi je vais très bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et de pouvoir vous partager mon expérience. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et parler de ta reconversion, de ton nouveau métier dans l'accompagnement des neuroatypiques et on va parler de l'avenir de cette population dans le monde du travail. Alors, on commence par cette première phase de vie pour toi. Tu as commencé dans l'informatique, tu y as passé 15 ans dans des ESN, des grandes ESN comme Sopra ou Capgemini, puis après à ton compte pour de nombreux clients. Tu vas nous dire d'abord dans cet univers, qu'est-ce qui t'a plu au départ ? Alors, ouais, effectivement, j'ai commencé dans l'informatique. Ce qui m'a plu au départ, alors c'était pas mon choix de cœur, mais on en reparlera très certainement plus tard. Mais ce qui m'a plu dans ce métier-là, c'est que je suis quelqu'un de très curieuse, donc j'ai pu apprendre plein de choses. Le fait de travailler en ESN, c'était super parce que de par mes atypies à moi aussi, je déteste la routine. Donc en étant en ESN, ça me permettait de travailler sur diverses technologies, ça me permettait de travailler pour divers clients. Enfin, du coup, je changeais régulièrement de mission, donc j'avais pas le temps de m'ennuyer. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était du coup le travail en équipe. J'aimais pas travailler toute seule, même si j'ai besoin de mes moments seuls. Mais voilà, ce travail en équipe. Et puis ensuite, je suis devenue manager en informatique et j'ai aussi appris plein de choses à manager les équipes et surtout, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait beaucoup, c'était de faire grandir les équipes et d'être un manager leader, comme on dit aujourd'hui. Ok, cool. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené finalement à sentir un décalage, à peut-être vouloir changer de voie au bout d'un moment ? C'est quoi le déclic pour toi ? Alors, ce qui m'a amené à changer de voie, il y a eu plusieurs choses. Justement, dans ce travail de manager, je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaisait, alors comme j'étais dans l'informatique et que je faisais de la gestion de projet, j'avais ce côté très planification, très budget, et il y avait le côté management des équipes. Clairement, ce côté un peu administratif, gestion de projet, au sens planification et tout ça, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Je savais le faire, mais c'était pas ce qui me plaisait. Et en fait, moi, ce qui me plaisait, c'était les moments passés avec les équipes où on trouvait des moyens pour mieux travailler ensemble. Ces moments où on avait de la cohésion d'équipe. Et du coup, de fait, je me suis tournée vers le coaching agile parce que le coaching agile, même si aujourd'hui on n'en fait pas que dans les projets informatiques, quelques années en arrière c'était quand même beaucoup sur les projets informatiques. Donc de fait c'était un petit peu logique et ça me permettait en fait en allant sur le coaching agile de toujours travailler dans les processus, mais d'être au service des équipes et du coup au service de l'humain sur finalement comment on fait pour travailler mieux ensemble, pour que le quotidien soit plus agréable pour tous, comment on fait pour faire grandir les gens et en même temps comment on fait pour améliorer la productivité, parce que c'est aussi ça qui est important pour les entreprises, même si c'est pas ma priorité à moi, mais pour les entreprises c'est important, la performance. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a amené vers le coaching agile. J'étais coach agile avec toi à l'époque, on partageait cette passion l'une et l'autre. Hein. Ouais. Et donc, ce coaching agile, c'est quelque chose qui t'a peut-être nourri et qui t'amène lentement et de manière logique vers une transition aujourd'hui. Mais c'est quoi le déclic qui a fait quand même que finalement, t'aies envie de faire de moins en moins de coaching agile et de plus en plus ce nouveau métier dont on va parler? Alors, ce qui m'a vraiment poussée à ça, c'est que
Moi, quand j'étais en entreprise, je me suis assez rapidement rendu compte. En fait, je me sentais pas à ma place. Ça se passait très bien en entreprise, mais en fait, je me suis rendu compte. Moi, je suis originaire d'Auvergne, mais depuis que je suis arrivée à Paris, globalement, parce que le monde du travail est pas le même en région et sur Paris. Et en fait, je me suis rendu compte à partir du moment où j'étais à Paris que, grosso modo, tous les 6 mois, 2 ans max, je changeais de société. Euh, parce que il y a un moment donné, moi j'arrivais dans le monde de l'entreprise, j'étais en mode pompe it up, tout va bien, c'est nouveau, je vais faire des trucs sympas. Et puis au bout d'un moment, même si j'étais sur des missions différentes, je m'ennuyais. Il y avait ce sujet-là de l'ennui quand même. Et puis il y avait ce sujet de valeur. Où pour moi, il y a une notion de justice qui est très très importante et je retrouvais pas forcément ça tout le temps. Et donc quand j'étais dans le coaching agile, et j'y suis toujours, parce que c'est toujours quelque chose qui me plaît, parce que c'est toujours un moyen de faire avancer les équipes et de faire avancer l'humain, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, parce que cette partie vraiment centrée sur l'humain, en fait, je me rendais compte, et notamment quand on était toutes les deux chez Blablacar, je me rendais compte que finalement les gens venaient assez facilement vers moi quand ils avaient des problématiques, que ce soit d'ordre pro ou d'ordre perso. Et je me rendais compte que finalement, écouter les gens et essayer de les aider à trouver des solutions, alors pas trouver les solutions pour eux, mais essayer de trouver des solutions, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment et qui me nourrissait. Je sentais pas la même énergie en fait quand j'avais quelqu'un qui repartait avec une solution qu'il avait trouvée par lui-même pour régler son problème et qui retrouvait la patate et le sourire. Ben moi, ça me donnait la patate et le sourire. Donc voilà, ça m'a donné à réfléchir. Et puis, ce qui m'a fait réfléchir aussi, c'est que quand j'étais en entreprise et que je faisais du coaching agile, j'étais un peu par rapport au fait que je me sentais un peu en décalage, je me surinvestissais et je me suradaptais en fait, comme si je portais un masque. Ça a fini par m'épuiser. Et du coup, je suis allée voir un coach professionnel moi-même. Et ce coach professionnel m'a dit, écoute Angélique, je pense que c'est pas un coaching qu'il te faut, c'est faire une école de coaching qui va à la fois te former au coaching, mais moi à la base j'y suis pas allée pour ça, j'y suis allée pour que ce côté un peu éponge où je rentrais avec mes émotions et les émotions de tout le monde à la maison et où c'était un peu voilà, enfin ça fait beaucoup de prendre les émotions de tout le monde. Donc ce coach professionnel, je peux lui dire merci aujourd'hui parce qu'il aurait pu me dire ouais Angélique, je te facture et je te fais un coaching. Non, il m'a envoyé vers une école de coaching et en fait cette école de coaching a déjà commencé à m'apprendre le coaching et ça a été une vraie révolution pour moi à la fois dans ma vie pro et dans ma vie perso. Et je me suis dit bah en fait c'est ça que je veux faire. Si je peux apporter aux gens ce que cette formation m'a apporté et la transformation que ça m'a apporté, et ben ça sera hyper chouette quoi. D'ailleurs, tu parles à un moment donné de reconnexion à toi-même et notamment le fait que en devenant maman d'un enfant atypique, ça t'a ouvert certaines portes et ça a été finalement le catalyseur de ta nouvelle carrière. Tu peux nous en parler un petit peu, ce moment-là dans ta vie ? Il y a eu en fait 2 steps. Il y a vraiment eu ce premier step dont je parlais où je me suis vraiment dit que je voulais aller dans le coaching. Et en fait, aujourd'hui, le coaching, c'est un métier d'avenir, mais c'est vrai que on a beaucoup de types de coaching. Donc, je me cherchais un petit peu. J'ai fait beaucoup de formations parce que je suis très curieuse, parce qu'il y a aussi ce côté légitimité, parce qu'entre être coach et avoir fait de l'informatique, c'est quand même pas la même chose. Donc, j'avais déjà cette idée d'être coach, mais c'est vrai que je me cherchais encore un petit peu. Et le fait d'avoir mon fils, j'ai su ce que je voulais faire parce que moi, quand j'ai eu mon fils, déjà ça a fini de révéler mes atypies à moi aussi. Donc j'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris beaucoup sur mon mode de fonctionnement. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et le fait de devenir maman, forcément, ça change nos priorités. On
on n'est pas forcément, alors ça c'est mon point de vue à moi, mais on nous prépare beaucoup, quand on devient maman, on nous prépare beaucoup pour le jour J, le jour de l'accouchement, mais pas forcément pour après. Et devenir parent, ça s'invente pas, ça s'apprend tous les jours et c'est nos enfants qui nous font grandir aussi. Et du coup, j'ai tendance à digresser, excusez-moi. Non, c'est parfait. En fait, ce qui a vraiment fini de me convaincre, et c'est vraiment ça qui me motive tous les jours, c'est qu'effectivement, dans les atypies, il y a une grande part de génétique. Donc, quand on a des enfants qui sont neuroatypiques, c'est qu'il y a forcément un des deux parents qui est neuroatypique lui aussi, et ça peut être les deux. Et donc, mon fils a aussi certaines de mes atypies, et ça m'a rapidement posé problème. Mon fils, il est pas très grand, il va avoir 5 ans. Mais dès la crèche, j'ai eu des problématiques parce que il savait plus comment l'occuper, qu'il parlait beaucoup. Et donc, on a commencé à me demander de le mettre à l'école. Bon, finalement, je l'ai pas mis à l'école tout de suite parce qu'en France, on peut commencer l'école à partir de 3 ans. Et puis, après, il est rentré à l'école. Sa première année de maternelle, ça a pas été exceptionnel parce qu'il a rencontré des problématiques. Et dès qu'il a rencontré des problématiques, en fait, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de l'emmener chez un psychologue pour le suivre, pour gérer ses singularités, pour gérer le fait qu'il soit différent. Et en fait, de cet événement un peu négatif et un peu perturbant pour une maman, j'en ai fait quelque chose de positif, en me disant que voilà, c'était quelque chose d'assez violent quand on a quelqu'un en face de nous qui nous dit ton fils est pas comme les autres, il faut le faire suivre par quelqu'un. Et j'ai rien contre les psys, j'en ai vu dans ma vie. Mais voilà, pourquoi ? Parce qu'il rentre pas dans le moule de la société, il devrait forcément aller voir un psy. J'ai quand même fait le job de l'emmener voir un psy. Le psy a dit que mon fils allait très très bien, qu'il était très sociable et que tout allait bien et qu'il avait aucunement besoin de voir un psy. Mais voilà, ça a fini de me convaincre de vraiment à la fois accompagner du coup les enfants qui sont neuroatypiques, mais aussi les parents. Parce que, comme je disais, en fait, quand on découvre que son enfant est neuroatypique, c'est souvent à ce moment-là qu'on découvre, en tant que parent, qu'on l'est aussi. Voilà. Et il y a des gens pour qui être neuroatypique, ça pose aucun problème dans la vie, et c'est tant mieux. Mais c'est vrai que, voilà, on a quelques modes de fonctionnement qui sont différents, et parfois connaître ces modes de fonctionnement différents et savoir comment mieux les gérer au quotidien, c'est quand même hyper aidant. Donc voilà, c'est ça qui m'a amené à accompagner les enfants, accompagner les parents, et donc à la fois sur les neuroatypies, mais aussi du coup sur les apprentissages, parce que ces enfants-là rencontrent souvent des difficultés à l'école pour plein de raisons, parce qu'ils peuvent se sentir en décalage, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils développent de la phobie scolaire. Et du coup aujourd'hui, j'accompagne toujours les neuroatypiques parce que ça me tient à cœur, mais j'accompagne en fait les enfants qui sont pas neuroatypiques aussi, parce que même les enfants qui sont pas neuroatypiques, on a tous des modes de fonctionnement qui sont différents. On va avoir des manières d'apprendre qui sont différentes. Et si je prends un exemple, hier je faisais un atelier dans un centre social, dans une association, justement pour des mamans qui ont chacune des enfants et qui sont pas forcément neuroatypiques. Et en fait, l'atelier ça tournait autour des intelligences multiples. Les intelligences multiples, c'est Howard Gardner qui a présenté ça. Et en fait, ce qu'il explique lui, c'est que on n'est pas soit intelligent, soit pas intelligent. Il n'y a pas qu'un chiffre derrière un QI, mais on a 8 types d'intelligence. Chacun a ses 8 types d'intelligence, mais on a des préférences. Donc, sans toutes vous les citer, mais on peut être kinesthésique, on peut avoir le spatial, on peut avoir le logico-mathématique, on peut avoir le naturaliste. Et en fait, c'est intéressant de savoir, même pour nous adultes, quelles sont nos préférences, parce que ça va avoir un impact sur la manière d'apprendre. Et donc pendant cet atelier, on a essayé de découvrir, les mamans ont essayé de découvrir quelles pouvaient être les préférences de leurs enfants, et elles étaient hyper contentes parce qu'elles sont ressorties avec des clés pour pouvoir faciliter les devoirs. Parce que par exemple, un enfant qui est naturaliste et qui est kinesthésique, si on le met devant son bureau avec sa feuille, il n'arrivera pas à faire ses devoirs. Lui, ce qu'il a besoin, c'est d'aller dans la forêt et de marcher pour pouvoir réciter sa leçon. Et c'est comme ça qu'il apprendra le mieux. Voilà. Et du coup, c'est vrai que
j'ai toujours ma prédilection pour les enfants neuroatypiques, mais finalement, ça s'est un peu élargi à tous les enfants. Voilà. Ah non, mais super intéressant. Bah, Gardner, je le cite aussi et j'aime beaucoup son approche. Et il a même découvert une 9e type d'intelligence qui est, D'accord. qui est plutôt l'intelligence justement spirituelle, quoi, notre compréhension du sens de la vie, du sens de sa vie, etc. Et effectivement, donc l'intelligence naturaliste, c'est l'intelligence avec le vivant, quoi. Donc tu parles d'aller dans la nature, bah, c'est exactement ça. Et effectivement, il y a un manque d'accompagnement des enfants de manière générale, hein, et des profils neuroatypiques, puisque je vois bien qu'il y a eu un décalage entre la crèche qui comprend rien, qui dit il y a un problème, il faut aller voir un psy, et le psy qui dit il y a pas de problème en fait. Donc entre les deux, qui gère ça? Eh ben, c'est des gens comme toi. Donc je pense que t'es justement dans un métier dans l'air du temps, parce qu'on parle de plus en plus de ces profils-là à l'école, hein, en tant que parent, en échange. Et donc, j'aimerais bien maintenant que tu nous expliques un peu plus ces profils, parce que on entend les mots, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc, les profils atypiques, la neurodiversité, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça signifie être HPI, TDAH ou 10? Voilà. Alors, donc être HPI, TDAH ou 10, alors déjà, on peut avoir plusieurs atypies. On n'est pas forcément que HPI. On peut être HPI, avoir un TDAH, avoir des troubles 10. Il y a quelque chose qui est commun à tout ça, c'est que toutes les personnes qui ont des neuroatypies vont être hypersensibles. Donc l'hypersensible, ça va pouvoir se traduire de plein de manières, mais c'est des personnes qui ont énormément d'intuition. C'est des personnes, et ça fait écho à ce que je disais précédemment, c'est des personnes qui vont en fait sentir les émotions de tout le monde et qui vont être un peu des éponges. Et c'est des personnes qui, quand elles rentrent dans une pièce, elles sentent quand il y a une énergie positive ou quand il y a une énergie négative. Une personne qui est hypersensible, c'est une personne qui va vouloir faire plaisir à tout le monde, qui va pas savoir dire non et qui va être hyper prévenant. Par exemple, moi, je vois mon fils, dès que quelqu'un tombe l'autre fois, il y a un petit garçon qui est tombé au parc, bah, il se précipite sur lui pour savoir si ça va bien, même s'il le connaît pas du tout, quoi. Et après, quand on est hypersensible, ce qu'on a aussi souvent, on peut en avoir une ou plusieurs, c'est ce qu'on appelle les hyperesthésies, c'est-à-dire qu'on va être très sensible au niveau des sens. Moi, par exemple, je suis incapable de dormir s'il fait pas nuit noire. Donc ça, c'est au niveau du visuel. Ce qu'on a souvent chez les enfants, et du coup, il y a des parents qui pètent un câble parce qu'ils pensent que c'est du caprice, les étiquettes. Moi, mon fils, c'était ça. Les étiquettes des vêtements, en fait, c'est insupportable pour lui. Donc, faut les couper. Il peut pas avoir un pull en laine si je lui mets pas un t-shirt. Les trucs qui grattent, c'est pas possible. Après, il va y avoir des personnes, ça va être au niveau du goût. Il y a des personnes qui ont des hyperesthésies au niveau du son. Bah, typiquement pour ces personnes-là, travailler en entreprise dans un open space, c'est juste l'enfer, quoi. En fait, ils peuvent pas se concentrer et quand ils rentrent chez eux, ils sont juste complètement HS, chaos technique. Donc ça va être pour l'hypersensibilité. Après, pour le haut potentiel, ça va être des personnes qui vont être très curieuses. Ça va être des personnes qui ont des valeurs très fortes de respect et de justice. C'est souvent des personnes, quand il y a quelque chose d'injuste, ça les fait complètement vriller, ça les met en colère. C'est des personnes qui ont un gros besoin de sens. Moi, je vois beaucoup d'enfants dans mon cabinet qui viennent me voir parce qu'à l'école, ils trouvent pas de sens dans ce qu'ils font. Certains savent déjà quel métier ils veulent faire plus tard. Et du coup, ils viennent me voir en disant, mais ça sert à quoi de faire des maths aujourd'hui parce que demain, je veux faire ça. Et donc, ils ont un gros besoin de sens. Et souvent, quand on a un haut potentiel, on n'a pas une pensée linéaire, ce qui peut être un peu fatigant. C'est-à-dire que quand on a une idée, et en fait, il y a 50 idées qui viennent. Et donc, du coup, on a aussi ce cerveau qui se met jamais sur off. Le bouton off n'existe pas chez un cerveau au potentiel parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une idée, voire plusieurs idées en même temps. Donc, difficulté qu'on peut avoir aussi à s'endormir le soir parce qu'on touche pas ce bouton off.
C'est souvent aussi des personnes qui sont très créatifs et qui ont besoin de faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Et alors là encore moi ce que je dis là, c'est les grandes caractéristiques. Mais Ouais. moi, mon point, c'est vraiment pas de mettre les gens dans des étiquettes et dans des moules, ce qui veut dire que chaque haut potentiel sera différent parce qu'il y a des choses qui seront plus présentes et d'autres moins présentes. Mais voilà, c'est les grandes caractéristiques. Les personnes qui ont un TDAH, alors aujourd'hui, on parle plus de... À un moment donné, on parlait de TDA et de TDAH, donc TDA avec hyperactivité et sans hyperactivité. Aujourd'hui, on parle que de TDAH, donc on parle d'une personne qui a un TDAH. Le TDAH, ça va être le trouble de l'attention. Donc, c'est des enfants qui ont du mal à se concentrer sur une tâche. Pour faire leurs devoirs, c'est très, très compliqué. C'est des enfants où, à l'école, ou même à la maison, ils voient passer un oiseau dehors, ça va les déconcentrer. Ils vont voir les copains qui jouent dans la cour de récréation, ça va les déconcentrer. Donc, attention, impulsivité. Donc on peut avoir des crises de colère, très impulsifs, qui gèrent mal aussi la frustration, bon comme tous les enfants, mais encore plus. Et puis cette hyperactivité où en fait ils ont besoin de bouger tout le temps, ils ont besoin de passer d'une activité à l'autre, et ils ont besoin d'être beaucoup nourris. Ok. Et pour terminer avec les troubles 10, donc les troubles 10, on va en avoir plusieurs. On va avoir la dyscalculie, on va avoir la dysorthographie, on va avoir la dyslexie et la dyspraxie. Il y en a certaines qu'on peut déjà détecter en maternelle, d'autres ça vient un petit peu plus tard. Donc la dyscalculie, c'est le problème avec les nombres. La dyslexie, c'est le problème avec la lecture. Dysorthographie, c'est avec l'orthographe. Et puis la dyspraxie, qui est moins connue, c'est problème de coordination. Par exemple, un enfant qui n'arrive pas à faire ses lacets. Ça peut être de la dyspraxie. Souvent, alors les troubles 10 sont rarement tout seuls, même si ça peut arriver. Souvent, ils sont couplés à une atypie. Ok. Et c'est des choses toutes ces choses-là sont des choses qu'on garde toute notre vie. La dyslexie n'est pas une maladie, mais on n'en guérit pas. Mais il y a moyen de mettre en place des choses aujourd'hui qui vont pouvoir aider. Et c'est aussi ça que je fais moi quand j'accompagne des enfants, des parents, typiquement pour des enfants qui sont dyslexiques. Ça va être compliqué de suivre en classe. Un bon outil pour aider tous les enfants qui ont des troubles 10, ça va être par exemple les cartes mentales. On fait du mind mapping et ça permet de prendre de manière synthétique les notes, de faire des fiches de synthèse de ces cours, et c'est hyper aidant pour les enfants. Okay. Donc il y a plein de petites choses comme ça à mettre en place et qui sont pas forcément connues dans toutes les écoles, d'autant plus que aujourd'hui, et c'est là où notre métier est important, c'est qu'aujourd'hui par exemple des parents pour lesquels on détecte que leur enfant il y a possiblement un TDAH, entre le moment où on leur dit qu'il y a possiblement un TDAH ou une autre atypie et le moment où ils vont pouvoir être diagnostiqués et où ils vont pouvoir être suivis, souvent il peut s'écouler 1 an, voire 2 ans. Et pendant ce laps de temps, l'enfant, il rencontre des problématiques, c'est compliqué pour les parents. Et c'est là où notre métier prend son sens parce que parfois, il y a des choses toutes simples à mettre en place. Par exemple, au niveau de l'école, pour un enfant qui a un TDAH, c'est une consigne à la fois. C'est pas de feuilles polycopiées où on a du recto verso. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont pas si compliquées que ça à mettre en place, mais qui sont aujourd'hui pas connues et pas partagées. Ok, mais donc en attendant d'être diagnostiqué, on peut quand même commencer à être accompagné, à du coup agir, etc. Ok. Parce qu'après, la mise en place, notamment en école, ça demande un dialogue avec les instituteurs, avec les écoles, une ouverture d'esprit, tout ça. Mais ok. Alors maintenant, donc là, on a compris un petit peu les profils. On rentre pas dans l'hyper détail, même si c'est hyper intéressant et qu'on pourrait y passer des heures.
Mais c'est bien de présenter voilà ce métier et en fait cette population. Et puis on va essayer de couvrir un petit peu ton métier, comment comment tu travailles donc avec cette population là. Et puis après on verra le futur du travail pour cette population là. Mais donc par exemple tu utilises l'ikigai. Je Ouais. crois que c'est un de tes outils. C'est un outil aussi auquel je suis formée et qu'on utilise dans les bilans de compétences qu'on fait, les bilans de compétences rapides en 3 heures. Et donc, toi, l'ikigai, si tu veux nous le présenter rapidement et nous dire comment toi, il t'est utile pour, en tout cas, peut-être ces profils-là, en fait, comment tu t'en sers? Alors, moi, je m'en sers. L'ikigai, c'est un outil que j'adore et que moi, enfin, j'ai été formée, mais c'est aussi ça qui m'a aidé à trouver ce que je voulais faire. En fait, ce que j'aime bien dans l'ikigai, c'est que on accompagne en allant demander aux gens des choses qu'on leur a pas forcément demandé. C'est-à-dire que moi, le souvenir que j'ai quand je suis partie dans l'informatique, et encore une fois, ça m'a beaucoup apporté, mais on voit aujourd'hui que j'ai complètement changé de direction, j'y suis allée un peu par défaut. Et on m'a pas, enfin c'est pas qu'on m'a pas demandé. Moi, ce qui est drôle, c'est que je m'en suis souvenue il y a peu de temps, quand j'avais 16 ans, ce que je voulais faire comme métier, c'est éducateur spécialisé de jeunes enfants. Voilà, comme quoi finalement, quelques années après, on y revient. Et à l'époque, on m'a dit, bah non, Angélique, il faut pas faire ça, c'est un métier compliqué. C'est un métier qui paye pas énormément. Psychologiquement, ça peut être dur de travailler avec des enfants qui sont en souffrance. Puis voilà, faire un métier un peu plus comme tout le monde. Moi, je suis arrivée dans l'informatique avant le bug de l'an 2000, donc on était vraiment je surfais sur la vague. Voilà. Mais du coup, je suis pas finalement partie sur ma première envie. Et ce que j'aime bien dans l'ikigai, c'est qu'en fait, on va aller retravailler sur 4 cercles, sur ce que j'aime faire, sur ce que je sais faire, mes talents, mes compétences, quelles qu'elles soient, hein. Pas que ce qu'on apprend à l'école, mais la créativité, le dessin, enfin des choses qu'on a potentiellement oubliées, sur ce en quoi je veux contribuer au monde et du coup ce pourquoi je peux être payée. Et en fait, moi je trouve que c'est bien parce que ça nous permet de nous reconnecter à nous et de savoir ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Et de se poser du coup les questions du sens. Et comme moi, je suis avec beaucoup une population de neuroatypiques qui a besoin de sens, et ben c'est un outil qui est magique. Et dans l'ikigai, ce que j'aime bien voir aussi avec les gens, c'est ce qu'on appelle détecter les activités qui te procurent, qui te mettent dans un état de flow. L'état de flow, c'est une activité en fait qui va vraiment nous nourrir, et c'est une activité où quand on se met dedans, y a rien qui se passe autour en fait. On peut rester dedans 4 heures, 5 heures sans être perturbé. Et c'est vrai que pour les personnes qui sont neuroatypiques et qui ont tendance à passer d'un truc à l'autre et à faire 50 choses en même temps, bah, arriver à trouver son flow, c'est aussi ce qui va nous permettre de remonter notre énergie et notre réservoir d'énergie. Donc moi, j'adore l'utiliser parce que toutes les personnes avec qui je l'ai utilisé, l'ikigai, ont fini par trouver ce qui leur plaisait. Et trouver ce qui nous plaît, c'est pas forcément changer complètement de job. Ça peut être aussi avoir 2 activités. C'est vrai qu'en France, on est plutôt mono-activité, mais il y a des gens qui peuvent faire une activité qui est plus dans ce pourquoi ils ont étudié, et puis une autre activité qui est plus une activité flow qui leur plaît et qui les ressource. Ouais, mais tu peux accompagner aussi des ados, des jeunes adultes qui cherchent leur orientation. Ouais, alors clairement, l'ikigai, c'est aussi, je l'utilise beaucoup pour les enfants, beaucoup pour les collégiens qui savent pas quoi faire. Oui, bah, évidemment. Et voilà. Ça va les aider un petit peu plus que leurs conseillères d'orientation, même si elles font ce qu'elles peuvent. Hein. C'est pas simple comme métier, mais parce que l'idéal, c'est que ça vienne de soi hein, et que ça émerge de soi. Et c'est pas et prendre un temps pour ça, c'est important. Ok. Et pour parler un petit peu aussi de ton parcours finalement de formation, parce que l'ikigai, c'en est une de formation. Tu as fait une formation à l'ennéagramme, tu as commencé par une formation de coaching. Tu aurais pu t'arrêter là en fait, mais bon, tu as creusé sur la neurodiversité. Ouais. Voilà, donc tu as construit tout ton parcours, j'imagine, pour un moment donné te sentir aussi légitime et compétente pour un accompagnement, quoi.
Après, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on sent qu'on est prêt, etc. C'était quoi pour toi le plus grand défi dans la transition en fait, et le fait que tu te lances et que tu puisses vraiment accompagner en consultation, avoir un cabinet, comment on fait ça? Puis quelle a été ta plus grande victoire en fait dans tout ce petit parcours de formation? Alors déjà, je pense que les formations, on n'arrête jamais vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'arrêterai jamais vraiment, pour plein de raisons. La première, c'est que je suis hyper curieuse. La deuxième, c'est que, en fait, comme chaque personne est différente, je vais accompagner. Enfin, moi, les accompagnements que je fais, c'est vraiment des accompagnements qui sont sur mesure, donc c'est en fonction même s'il y a des choses qui changent pas et qui sont un petit peu mon fil rouge, mais chaque personne est différente, chaque personne est réceptive à des outils différents. Donc du coup, moi j'avais envie d'avoir une grande palette pour pouvoir accompagner au mieux toutes les personnes. Donc oui, j'ai fait Enneagramme, j'ai fait Ikigai, j'ai fait 2 formations de coaching. J'ai fait formation de coaching parental, j'ai fait la formation de la Fabrique à Bonheur pour pédagogie positive et pour vraiment accompagner les apprentissages. Enfin, voilà, j'ai fait plein de formations. Et toutes sont enrichissantes parce que dans ces formations-là, on rencontre aussi des gens exceptionnels. Donc maintenant, j'ai une bonne palette d'outils. Et ça m'a permis aussi, forcément, on cherche de la légitimité. Parce que faire de l'informatique et accompagner des enfants, c'est pas la même chose. Donc voilà, j'avais besoin d'avoir toute cette palette pour qu'à un moment donné, je me sente suffisamment légitime et suffisamment équipée. Et après, sur les grandes victoires, moi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance avant que je me fasse confiance, notamment une personne qui m'a permis d'avoir mon cabinet dans son cabinet. Donc ça m'a aidé et ça m'a donné un coup de fouet parce que je me suis dit que si des gens autour de moi y croyaient, c'est que il devait quand même y avoir quelque chose. Et puis après, mes victoires, c'est quand je vois, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de l'atelier que j'ai fait hier. L'autre chose qui m'a vraiment fait plaisir, c'est typiquement, je parlais de mon fils. Et il y a pas longtemps, je suis allée faire un atelier sur les émotions dans sa garderie, donc avec des moyennes sections. Et c'était super chouette parce que déjà j'étais avec mon fils, donc j'ai pu faire ça avec lui. Et du coup c'était hyper chouette parce que quand je suis ressortir de là, finalement la garderie, les enfants ils ont passé un bon moment, ils sont rentrés avec des choses à la maison pour parler des émotions. Il y a une petite fille qui était en colère, du coup la dame de la garderie après a pris un petit temps avec elle pour essayer de comprendre pourquoi. Et puis finalement la personne de la garderie m'a demandé d'aller le faire dans une autre école de ma ville, et puis finalement service parentalité de ma mairie, et je vais pouvoir animer des cafés parents. Et du coup c'est chouette parce que je me dis, même si j'ai 10 parents et que j'en touche 3 qui repartent avec des choses qui vont leur permettre d'avoir un quotidien avec leur enfant qui est plus simple, où ils apprennent à mieux communiquer, à faire des choses ensemble et à moins être dans l'énervement parce que parfois on peut s'agacer parce qu'on sait pas comment faire. Et voilà, je trouve ça génial. Et puis ce qui était top aussi, c'est que le lendemain, mon fils a voulu aller à l'école avec le matériel de l'atelier des émotions pour pouvoir le faire. Et la maîtresse a accepté de le faire dans l'école. Donc ça, c'était vraiment chouette. Parce que je me dis, en fait, moi j'aime bien l'image du petit colibri. Et je me dis que si chacun à notre niveau, on sème des petites graines comme ça, on va réussir à faire des choses sympas. Ah oui, t'as passé le relais déjà. Il est jeune, hein? Ouais. Quelle mission! Ouais, c'est super chouette. Donc en fait, c'est pas que des consultations en cabinet avec un enfant, un parent. Tu vas au-delà, intervenir dans des institutions, même dans des entreprises si on fait appel à toi. Super. Et donc ta mission finalement, c'est transformer les vulnérabilités en force. Tu peux nous donner un exemple concret d'une personne ou d'une équipe t'as accompagnée et la transformation qui a pu s'opérer? J'ai 2 exemples en tête. J'ai l'exemple d'un ado
qui était mais complètement en perte de sens, qui voulait plus aller, qui lui sait très exactement ce qu'il veut faire plus tard. Du coup, il voyait pas d'intérêt à aller en tous les cas dans certaines matières à l'école. Et sa maman était très inquiète parce que le dimanche soir, il en était arrivé à un point où elle était inquiète pour lui parce que elle avait même peur pour sa vie parce que parfois il disait que sa vie avait tellement pas de sens d'aller à l'école que ça en devenait compliqué pour lui. Et aujourd'hui, j'ai fini d'accompagner ce petit garçon, mais je garde contact avec lui. Et maintenant, en fait, il va à l'école avec plaisir. Il a trouvé du sens dans toutes les matières parce que le principe, ça a été de dire, ok, tu vois peut-être pas à quoi ça va te servir l'anglais, mais en même temps, dans le métier qu'il veut faire, il va falloir qu'il fasse du marketing, il veut se développer à l'international, donc si tu veux te développer à l'international, voilà, donc on a fait des choses comme ça. Il avait aussi un sujet, comme il s'ennuyait à l'école parce qu'il a un haut potentiel, quand à la fin, il avait fini avant tout le monde et qu'il regardait dehors, il se faisait engueuler. Donc là, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il sort sa feuille et son crayon, il fait une carte mentale pour déjà commencer à synthétiser ses cours. Donc ça, j'étais hyper contente parce que ce petit garçon, il arrivait, il était triste, il avait plus envie d'aller à l'école, et puis il est reparti avec le sourire. Donc ça, c'était chouette. Et un autre exemple que j'ai en tête, qui est une personne que je continue d'accompagner, qui il y a 6 mois était a identifié qu'il y avait un mode de fonctionnement chez elle qui était un peu différent. C'était très compliqué pour elle dans sa vie perso, dans sa vie pro. Et voilà, c'était plutôt quelqu'un de solaire. Et elle me disait, voilà, j'ai perdu ma pétillance, j'ai perdu mon sourire. On n'a pas fini l'accompagnement aujourd'hui, mais elle a retrouvé le sourire. Elle recommence à penser à elle parce qu'elle pensait plus qu'aux autres et du coup elle s'était complètement oubliée. On a fait aussi l'ikigai et donc là elle est en train de changer de job. Alors quand je dis changer de job, c'est pas une reconversion, mais changer d'entreprise parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était pas bien dans son entreprise et que c'était pas les valeurs qui lui correspondaient. Et du coup elle s'est reconnectée à elle-même et c'est une autre personne aujourd'hui. Et en plus, c'est chouette parce que dans le métier de l'accompagnement, on est quand même très très proche de l'humain. Et typiquement, je sais que cette personne-là, c'est quelqu'un qui, quand on aura fini l'accompagnement, pourrait être une amie, tout comme ce petit garçon. C'est quelqu'un dont je vais garder des nouvelles régulièrement, quoi. Et c'est hyper chouette. Ouais, c'est tellement beau. C'est un joli métier, hein. Bon. Ouais. Donc merci Angélique. On va passer à une autre thématique et maintenant, pour justement ces profils-là, tu arrives à les accompagner, à les aider et ils arrivent à retrouver le sourire, du sens dans ce qu'ils font à l'école. Tu leur donnes des outils pour quand ça justement ils sont dans certaines difficultés. Moi, dans le monde le futur du travail, je suis convaincue qu'il appartiendra aux talents uniques. Donc j'arrive assez facilement à me projeter, à me dire que ces profils-là auront une place et qui brilleront. Mais pour toi, donc l'avenir des profils neuroatypiques dans le monde de l'entreprise, comment tu vois ça? Comme une chance ou comme une contrainte, une difficulté, un défi pour les managers de demain, par exemple? Et puis aussi, est-ce qu'il y a des métiers dans lesquels ces profils, ils excellent déjà ou ils excelleront encore plus dans le futur? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il y en a même qui parlent d'un effet de mode. On n'est pas dans un effet de mode, hein. C'est juste qu'il y a toujours eu des personnes neuroatypiques. Hein, il faut savoir quand même en termes de chiffres, c'est 30% de la population française et mondiale qui est neuroatypique, donc c'est quand même une grande partie de la population. Aujourd'hui, on en parle plus parce que je pense aussi qu'on est dans un monde, dans une génération où les gens se posent de plus en plus de questions sur eux et sur ce qu'ils ont envie de faire et sur le fait que quand ils vont au travail, ils ont envie de faire des choses qui leur plaisent et que ça soit pas juste un travail alimentaire. Est-ce que c'est une force ? Ça peut être une force, mais à condition de l'apprivoiser entre guillemets. Encore une fois, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de personnes neuroatypiques qui le savent ou qui s'ignorent et qui le vivent très bien.
Et on peut très bien vivre avec des neuroatypies sans avoir besoin d'être accompagné, hein. Ça, il n'y a pas de sujet. C'est juste que parfois, c'est plus compliqué pour certaines personnes, hein. Moi, ce que je disais, hein, moi, je me sentais pas à la plage. J'avais l'impression d'être un extraterrestre. Et puis voilà, enfin, à un moment donné, c'était même dangereux pour ma santé de me surinvestir comme ça. Mais oui, je pense qu'on va faire de plus en plus, enfin, qu'on va de plus en plus tenir compte de ça. Je pense que les managers vont pas avoir, alors, on a toujours le choix, mais je pense que c'est intéressant pour les managers d'être sensibilisés à ça. À la fois parce qu'on manage pas une personne neuroatypique comme une personne atypique, et puis parce que comment on fait pour profiter des forces justement des personnes qui sont neuroatypiques, c'est bien de connaître leur mode de fonctionnement. Typiquement, quelqu'un qui a un haut potentiel en entreprise, c'est quelqu'un qui va avoir plein d'idées et qui va pouvoir apporter plein de choses. Le fait que on ait des personnes qui soient hypersensibles en entreprise, c'est hyper important parce que c'est des gens qui vont sentir quand elles ont un collègue qui vont pas bien, ou au contraire, enfin, et du coup, ça apporte plein de choses. Après, est-ce qu'il y a des métiers plus que d'autres? Très certainement. Je pense que déjà, quand on est neuroatypique, on va beaucoup vers les métiers de l'humain. Mais après, voilà, il y a pas de métier dédié. Et puis encore une fois, j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais c'est vrai que si on regarde aux États-Unis, par exemple, il y a des boîtes de la Silicon Valley qui aujourd'hui n'engagent que des personnes ou quasiment que des personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Parce que voilà, il va y avoir imagination, innovation et que c'est des bêtes de travail. Alors bon, voilà. Là, pour le coup, c'est aussi mettre des gens dans des cases. On est à la limite de profiter, mais voilà, il y a quand même ça. Ouais, mais c'est intéressant qu'ils voient en fait l'intérêt d'un profil comme ça dans une entreprise. C'est pas forcément facile à gérer. Il peut pas aller dans une open space parce que, enfin voilà, il va falloir faire des adaptations, mais Ouais. ça vaut la peine. Et au niveau de l'intelligence collective, enfin, c'est assez incroyable ce que ça peut apporter. Moi, je vois, en fait, la neuroatypie, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on commence de plus en plus à gérer ça en tant que parents pour les petits parce que on voit bien il faut accompagner et gérer ces profils-là. Et dans le monde de l'entreprise, on a, je pense, encore un peu largué. Et t'es assez, je pense, enfin, en tout cas, là-dessus, assez visionnaire et tu vas beaucoup accompagner parce que notamment sur LinkedIn, tu parles énormément justement de ces profils-là pour éduquer, faire de la pédagogie et pour que les gens commencent à intégrer ça et que les managers fassent avec ces profils-là et qu'ils fassent intelligemment, quoi. Ouais. Donc, il y a tout un truc qui va arriver et à l'avenir, quand tu dis que c'est 30% de la population, il serait temps quand même que on s'y intéresse et qu'on connaisse un petit peu mieux les gens qu'on manage, en fait. Donc, ouais, complètement. Donc, il y a tout ce travail au niveau de l'entreprise qui est en train d'émerger. Hein. C'est pas encore, je pense, c'est pas encore mature et mûr tout ça, mais ça va venir parce que en fait, on n'a pas le choix, quoi. Et donc, du coup, voilà, avec l'arrivée de l'IA, on peut avoir un risque d'uniformisation, mais en fait, pas tant que ça, puisque pour sortir et se différencier justement de l'IA qui recrache et qui fait des choses assez basiques, en fait, ces profils neuroatypiques, ils vont apporter, enfin, il y a une valeur ajoutée gigantesque. Ouais. Ah oui, on a l'IA qui effectivement nous apporte beaucoup, hein, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde utilise l'IA dans son quotidien ou quasiment dans son quotidien. On le voit aussi dans l'agilité, on commence à l'utiliser parce que ça apporte plein de choses. Mais il y a aussi le fait que chacun soit différent et chacun va apporter des choses différentes. Et c'est vrai que en termes d'intelligence collective, en termes d'innovation, en termes de créativité, l'IA c'est bien, mais l'IA va un peu toujours nous dire des choses un peu similaires. Et chacun peut avoir ses propres idées. Et du coup, les profils neuroatypiques, typiquement un profil neuroatypique dans une session de brainstorming, c'est juste une pépite parce que ça va partir, ça va fusionner d'idées et ça va entraîner les autres aussi. Alors du coup, on n'a pas parlé, c'est vrai, par exemple du futur du métier de coach agile, parce que lui aussi, il est touché par l'arrivée de l'IA.
Il y a de moins en moins de demandes de postes de coaching agile et de plus en plus de demandes d'accompagnement dans les entreprises justement pour adopter une culture IA. Donc il y a une mode autour de ça, mais la compétence du coaching agile qui est au cœur du métier de coaching agile est stratégique et restera stratégique dans les années à venir. Et le coach agile en fait apprendra et va évoluer et va intégrer en fait ces outils-là et va aider les équipes à intégrer ces outils-là pour être plus performantes et tout en restant de l'agilité. C'est toujours ça, c'est cette performance, mais dans un épanouissement humain et une réussite collective, quoi. Ok, et donc du coup, on va conclure, Angélique, et j'aimerais juste qu'on prenne 2 minutes pour donner un conseil en fait à quelqu'un qui se sent un peu décalé dans son travail et puis qui ose pas encore embrasser finalement sa singularité. Ça serait quoi ce petit conseil? Ça serait de s'écouter en fait. Je pense que ça c'est vraiment un truc que moi j'ai appris à faire, à m'écouter, à écouter mon intuition. Alors je continue d'écouter ma tête parce qu'il faut quand même être posé et responsable dans la vie, mais écouter son cœur, écouter son corps, et quand on sent que voilà il y a un petit décalage par rapport aux autres, ne pas hésiter à en parler et ne pas se voir comme le vilain petit canard. C'est toutes les différences qui font la richesse du monde. Il y a des livres que j'aime beaucoup d'ailleurs pour les enfants là-dessus, qui sont les livres d'Olivier Clerc qui parlent de ça, qui sont très chouettes, et j'ai encore digressé. Mais voilà, mon conseil, ça serait de s'écouter vraiment, et puis d'aller creuser si on a besoin de creuser pour comprendre si on a un fonctionnement un petit peu atypique et quel est notre mode de fonctionnement, parce que en vrai, quand on le découvre, c'est une belle richesse et c'est beau. Moi, il y a un vrai avant-après, et ça, c'est vraiment chouette. Et j'ai plein d'amis neuroatypiques, et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un avant-après en fait. C'est un peu comme une révélation et c'est un peu comme une renaissance. Oui, c'est se retrouver et se comprendre et mieux se comprendre. C'est ça. Ouais. C'est ça. Okay. Donc ça va donner envie, j'imagine, peut-être à ceux qui sentent qui se sont connus dans la description qu'on a donnée tout à l'heure, de creuser. On en parle de plus en plus. C'est quand même des sujets très très en vogue et il y a du sens, et c'est normal qu'on en parle de plus en plus. Mais donc du coup, les gens vont pouvoir trouver assez facilement ces informations sur Internet. Ils peuvent te trouver toi sur LinkedIn. On peut trouver, est-ce que tu as un site, qu'est-ce que... Ouais, on peut me trouver sur LinkedIn, on peut me trouver, j'ai un site, j'ai un Instagram et j'ai un Facebook Pro, donc on doit pouvoir normalement me trouver assez facilement. Ok, et puis tu donnes plein de conseils, tu parles de tout un tas de sujets, c'est très très intéressant de te suivre. Merci Angélique, merci pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que ça va inspirer toute notre audience, notamment dans le courage de mener une reconversion, de s'écouter et d'aller vers sa voie et son métier de cœur. On peut maintenir plusieurs activités, c'est ce que tu nous montres aussi. On peut jongler avec ça, avoir une transition intelligente vers ça. Merci du coup d'avoir apporté aussi ces éclairages sur ce nouveau métier. Ça va peut-être donner envie à d'autres de faire comme toi. J'espère. Voilà. Et puis à ceux qui se retrouvent dans ces profils-là, aller creuser et puis pour être mieux dans leur boulot, marcher sur leur voie et être confiant en l'avenir, quoi. Merci beaucoup Angélique. Merci à toi. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, bonne journée.